Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission. On retrouve aujourd'hui Guillaume Lafay. Avec Guillaume, on va revenir sur la 7e manche du championnat du monde des rallyes 2023. On va revenir sur le Safari Rally du Kenya. Avec Guillaume, on va parler aussi de Pikes Peak. On va revenir sur les 24 heures du Mans. En toute fin d'émission, Guillaume, comme à son habitude, nous présentera ses petits cadeaux. Alors vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour et bienvenue les acharnés du WRC. On se retrouve avec Guillaume Lafay. Avec Guillaume, on va débriefer le rallye du Kenya. On va parler de Pikes Peak, on va parler des 24 heures du Mans, on va parler de beaucoup de choses. Avant toute chose, comment vas-tu? Moi, il fait beau, il fait chaud, je suis au son des cigales. Toi, comment ça se passe? Eh ben écoute, salut Fabien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver effectivement pour débriefer ce superbe rallye du Kenya entre autres. Ici tout va pour le mieux aussi. Il fait beau, il fait chaud, on en profite. Et puis j'ai envie de dire Hakuna Matata. Le week-end arrive bientôt et on va profiter de cette belle du Roi Lion pour faire ce superbe rallye. Alors, je vois que tu es raccord avec moi. Tous les deux, on a pensé aux zèbres et à la Toyota. Avant toute chose, on va rappeler un petit peu le classement. Donc, victoire d'Ogier, Rovanpera à 6 secondes 7, 3e Evans, 4e Katsuta, 5e Sordo, 6e Tanak, 7e Loubet et 9e la première WRC2. Je ne vais pas dire le nom parce que j'écorche toujours son nom. Voilà, on reviendra sur le WRC2. Alors, exactement, tu es meilleur que moi. T'es bon dans beaucoup de domaines, en fait. Alors, l'avis général, pour moi, c'est un triomphe de Toyota. Je ne sais pas ce que toi, tu en pensais de ce rallye du Kenya, de ce safari. Bon, on ne peut pas dire autre chose, hein, tout simplement. Un quadruplé, c'est arrivé très, très, très rarement dans l'histoire du championnat du monde des rallyes. Et je pense que c'est tout simplement une première qu'une équipe fasse deux quadruplés sur le même événement 2 années successives. Donc oui, effectivement, une énorme domination de Toyota dans tous les domaines. Et on va le voir, hein, mais c'est vrai qu'il y a eu quelques faits qui sont allés en leur faveur, mais c'est comme toujours un rallye extrêmement bien préparé par cette équipe japonaise et ça fait 30-40 ans que de toute façon ils sont au top toujours sur les rallyes comme ceux-là, que ce soit la Côte d'Ivoire à l'époque, le Kenya ou ce type de rallye africain. Donc c'est pas une surprise, mais en tout cas il fallait le faire et ils l'ont fait. Bravo à eux. En fait, on va dire que plus globalement, tu seras d'accord avec moi, c'est le triomphe en fait de la solidité de la Yaris qui est, on le savait, mais là ça se confirme, c'est vraiment une voiture plus fiable que les autres. Oui, et en même temps, on aurait pu avoir quelques doutes après tout ce qui s'est passé en Sardaigne il y a quelques semaines, des soucis de fiabilité qui n'avaient pas forcément été habituels chez Toyota et chez les Japonais. Mais force est de constater qu'ils ont très très vite réagi, notamment sur tout ce qui était les passages de guet, parce que là aussi, comme en Sardaigne, il a plu. Il y a eu des rivières à traverser, mais à part une fois Evans, qui a eu de nouveau ce petit souci de calage moteur et de noyage du moteur, justement, avec de l'eau qui rentre dedans. Toutes les autres pas eu d'encombre, tout s'est bien passé. Et j'ai ouï dire que de toute façon, j'allais dire, le problème qui est arrivé à Evans, il s'explique par le fait qu'il est rentré avec un angle très différent de ses compères et que c'est pour ça que la solution qu'ils avaient trouvée pour pallier à leurs problèmes post-rallye de Sardaigne et tous ces soucis de calage et noyage moteur n'a pas fonctionné dans ce cas-là. Mais voilà, en tout cas, ils ont identifié le souci et je suis quasi certain que ça ne devrait pas réarriver dans l'année.
Alors, avant de rentrer vraiment dans le sujet du rallye de la course, on va parler un petit peu de la carte postale. Effectivement, on a vu des superbes images avec les zèbres, Mais par contre, j'ai été étonné, moi, de voir un petit peu des voitures, un petit peu comme sur tous les rallyes. Avant le Safari Rally, il y avait toujours le pare-bus devant, le pare-buffle devant, les snorkels, tout ça. Explique-nous comment ça se fait que cette année, on n'a pas eu ça et qu'on a eu des voitures sensiblement équivalentes aux autres rallyes. Moi, j'ai trouvé que ça casser un petit peu le charme de ce Safari. Je ne sais pas ce que toi t'en as pensé et explique-nous pourquoi les voitures sont arrivées dans de telles configurations, que ce soit Toyota, Hyundai et Ford. Les seules voitures qu'on a vues un petit peu différentes, c'est la voiture de Solberg, la Skoda, mais bon, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais les rallyes 1 étaient vraiment sensiblement équivalentes aux autres rallyes. Bah, tout simplement parce que c'est réglementaire. Ils n'ont pas le droit de développer des appendices particuliers pour tel ou tel rallye. Et ça, depuis le retour du rallye du Kenya, c'était aussi une des conditions, j'imagine, qu'avaient imposé les constructeurs à ce type de nouvelles épreuves. C'était dans le but de réduire les coûts, de ne pas avoir justement des pièces à développer uniquement pour un seul rallye, à faire des essais d'endurance dessus pour être sûr que tout fonctionne bien. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le snorkel. Donc, le snorkel, c'est la prise d'air qui vient justement du capot moteur qui remonte le long de la carrosserie sur le toit pour éviter justement quand on traverse des rivières avec une très grande profondeur tout simplement que le moteur ne puisse plus respirer. Il n'y avait pas les pare-buffles, il n'y avait pas ce genre de choses, mais il y avait quand même quelques petites modifications et notamment je t'ai fait passer quelques captures d'écran sur des lives que j'ai pu faire, notamment au niveau de l'entrée d'air avant qu'on voit un peu sur la Toyota, qui était assez travaillée. Idem pour la Hyundai qui avait une grille avec des sortes de triangles en fait. Si on le regarde la voiture de profil, qui évite qu'il y ait trop de feuilles, qu'il y ait le fèche-fèche qui viennent se coller et tout simplement colmater l'entrée d'air. Donc, c'est les seules modifications qu'ils avaient le droit de faire parce que ça ne nécessite pas d'homologation sur ces pièces-là. Pour tout le reste, c'est interdit et on l'a vu sur les Rallye 2 parce qu'eux ont une liberté un peu plus grande à ce niveau-là. Alors, je vais intégrer les photos dans la vidéo, comme ça les gens pourront se rendre compte de ce que tu nous dis. Il y avait d'autres différences techniques par rapport aux autres rallyes ou c'est à peu près tout ce que tu as noté toi de ton côté? Non, je dirais que c'est les grosses différences techniques. Après, il y a plein d'adaptations qui sont faites sur les voitures et dans l'utilisation des voitures. Sur un rallye du Kenya, les spéciales sont très différentes d'une spéciale à l'autre, même dans une même boucle. Et donc, il n'est pas rare, et même c'est quasiment systématique, qu'à la fin de chaque spéciale, les équipages fassent de nouveaux réglages pour la spéciale suivante. On pense notamment à la hauteur de caisse. Qui peut être modifiée et justement les équipes ont énormément travaillé là-dessus pour que ça puisse être fait par les équipages en direct entre deux spéciales, donc rapidement. Il y a des hauteurs de caisse qui pouvaient varier entre 15 et 20 mm entre certaines spéciales, donc ça fait quand même beaucoup. Et ça a clairement un impact sur le comportement de la voiture. Il y avait ça, il y avait aussi les différentiels qui pouvaient être plus ou moins assouplis ou durcis en fonction de si la spéciale allait être très cassante ou alors si elle allait être plutôt rapide. Et on a vu que ça pouvait avoir des impacts non négligeables sur le comportement des voitures et sur les performances des équipages dans le rallye. Mais je dirais que ce sont les principales modifications qui étaient faites entre les spéciales, en plus de devoir, de manière assez classique pour un rallye comme celui-là, changer les filtres à air. Je pense qu'à toutes les spéciales, le filtre à air a été changé par les équipages pour éviter justement l'obturation, que le moteur avale trop de poussière. Même si on s'est rendu compte sur le dimanche qu'il y avait quand même beaucoup de plaintes de pilotes qui perdaient de la puissance moteur. Et clairement, je suis quasiment certain que c'est à cause de ça. C'est de la poussière qui a été mangée pendant tout le rallye qui fait qu'à terme,
eh ben, on a de la porosité, on a des fuites à l'intérieur du moteur, des cylindres qui empêchent une excellente combustion et qui fait perdre un peu de puissance. Donc, changement des filtres à air. Et puis tout simplement nettoyer toutes les grilles d'aération, enlever le plus possible de terre qui était mangée ou de boue le samedi qui était mangée par les voitures. Alors, on va revenir maintenant sur le rallye. On a vu, c'est la suprématie de Toyota. Au classement général, Calov Rovanperä 140 points, Elfyn Evans 99, Tanak 98, Ogier 98 lui aussi à égalité avec Tanak. On va dire que le break commence à se faire au niveau classement général. Moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est la déception Hyundai. Alors Hyundai, très beau début de rallye de l'API. Après, des soucis, mais c'est surtout Neuville, c'est problématique. Neuville déclassé. On va y revenir. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Hyundai sur ce rallye? Un peu compliqué à synthétiser, en fait. En termes de performance, effectivement, ils étaient quand même à un niveau intéressant. Ils étaient certes assez loin de Ogier et Rovanperä quand même, hein, on va pas se le cacher. Il y a uniquement Esa-Pekka Lappi qui était à portée de tir d'une crevaison ou d'un petit souci qui pourrait arriver à Ogier et Rovanperä qui, eux, pour le coup, ont fait un cavalier seul du début à la fin. Malheureusement, il a eu tous ces problèmes récurrents sur les arbres de transmission qui ont fait que casser les uns après les autres, deux qui cassent successivement dans le shakedown. Déjà, ça pouvait porter à confusion et en tout cas à se dire qu'il y avait un vrai souci. Et puis, il en casse deux autres dans le rallye. Et là, il y a clairement quelque chose qui s'est passé. Alors aujourd'hui, je ne saurais pas te dire exactement. Je sais qu'il y a des investigations qui sont poussées très loin chez Hyundai sur ces arbres de transmission. Je ne saurais pas te dire s'il y a un traitement thermique qui aurait été mal fait, s'il y a un lot de pièces qui a été défectueux ou pas. Est-ce que c'est un alignement sur le remontage de la voiture qui a été fait après la Sardaigne qui a été mal fait, malheureusement? On sait que c'est le même châssis qui était en Sardaigne, qui a très bien fonctionné. Et là, pour le coup, qui casse des pièces comme ça les unes après les autres, c'est assez inexplicable. Est-ce qu'ils ont voulu aussi jouer trop sur la hauteur de caisse, trop remonter la caisse, justement, et ce qui a fragilisé certains points d'ancrage? C'est une possibilité qui est peut-être investiguée, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, l'API était le seul en termes de performance qui pouvait s'immiscer à la hauteur des Toyota. Et puis du côté de Thierry Neuville, si on reste sur le rallye en lui-même, en termes de performance, il était un peu derrière, encore un peu derrière l'API, sachant que pour Esa-Pekka, c'était aussi son premier rallye du Safari. Neuville en est déjà à 3. Et donc ça plaide clairement pas en sa faveur. Et puis il y a eu ce problème mécanique, encore une fois, le top mount, je ne me rappelle plus le terme en français, mais en tout cas l'ancrage supérieur de l'amortisseur qui lâche. Là aussi, est-ce que c'est un défaut mécanique? Est-ce que c'est un défaut lors du remontage? Ça ferait beaucoup avec tout ça. Toujours est-il que ça a été compliqué, en tout cas en termes de performance. Sordo, on va éviter d'en parler. Alors certes, il a une belle 5e place, je crois, à l'arrivée. Mais bon, clairement, c'est des circonstances qui font que, et sinon il est passé à travers du rallye comme un fantôme, malheureusement pour lui. Et puis, il y a cette histoire de disqualification pure et simple. Alors là, si je peux me permettre, je vais te couper. Une petite observation, j'ai l'impression que ce qu'on disait sur les épisodes précédents est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est en train de s'inverser entre l'API et Neuville, comme je te le disais, je ne sais pas si tu as le même sentiment, j'ai l'impression que c'est en train de s'inverser et que Neuville est derrière l'API, que l'API est en train de prendre la mesure et de la voiture et des rallyes et d'un peu tout. J'ai plus l'impression que c'est lui le pilote numéro 1, même si chez Hyundai on nous dit non, c'est Neuville, mais force est de constater que les résultats et les performances disent le contraire. La deuxième chose que j'ai envie de te poser comme question, c'est, je ne vais pas te mettre en défaut. J'ai été très surpris de la disqualification de Neuville. Est-ce que toi, tu étais au courant de ces pratiques-là, de personnes qui allaient après les reconnaissances un petit peu
voir un petit peu ce qui se passait dans les spéciales. Est-ce que toi, tu avais déjà entendu parler de ce fait-là, de ces choses-là, et est-ce que c'est une pratique qui est commune et répandue? Alors, sur le premier point, déjà, comme on en discutait dans les épisodes précédents, et comme je l'avais craint un petit peu, je me demande si Hyundai n'a pas fait le choix trop rapidement de privilégier Neuville par rapport à l'API. On a vu au Kenya, et encore une fois, c'était un peu surprenant pour une première participation au Kenya que l'API soit plus performant que Neuville, ou en tout cas aussi performant. Sachant les rallyes qui arrivent en Estonie et en Finlande, où pour le coup, il y a quand même, on mettrait quand même plutôt une pièce sur un Finlandais que sur un Belge, aussi vite aille-t-il sur ces terrains-là. Aujourd'hui, la seule chose qui plaît dans la faveur de Thierry Neuville, c'est ses points au championnat. Malgré sa disqualification, il reste devant les APK Lapi, mais il est, je pense, déjà très très loin au championnat, et il a quasiment perdu le championnat aujourd'hui. Donc on va voir ce qui se passe en Estonie, en Finlande. Mais en tout cas, j'ai peur que le choix stratégique qui a été fait par Hyundai de privilégier Neuville à tout prix sur tous les rallyes du début de championnat ait été une erreur, et qu'ils auraient eu meilleur compte de s'inspirer de ce que fait Toyota, pour le coup, où là, c'est carte blanche à tout le monde, allez-y, battez-vous, et on ne donne pas de consigne d'équipe, et là, c'est superbe. Pour le WRC, on sait qu'on est en manque un peu d'amour et de médiatisation, et d'avoir des bagarres comme ça ne peut que aller dans le bon sens. On y reviendra peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, moi, je serais plutôt à les laisser se battre sur la fin de saison pour essayer de voir effectivement qui prend l'ascendant sur l'autre. Et on va parler aussi des transferts, voir ce qui va se passer par la suite. Aujourd'hui, apparemment, l'API serait en phase de re-signature chez Hyundai pour l'année prochaine. Neuville, c'est le seul pilote rallyen qui est encore sous contrat l'année prochaine, si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça va un peu jouer là-dessus. Pour le deuxième point, je suis désolé, je fais un peu des monologues, mais pour le deuxième point, donc la disqualification de Thierry Neuville, pour expliquer à tout le monde, donc les équipages, quand ils font un rallye, ils ont des jours de reconnaissance. Ils n'ont le droit de passer que 2 fois dans chacune des spéciales à vitesse réglementaire, donc à 80 ou 90 km/h, pas plus, en respectant le code de la route et avec des balises GPS qui permettent de les contrôler. Donc ils ont droit qu'à 2 passages par spéciale. Ensuite, assez récemment, enfin ça fait déjà quelques années, il y a aussi des membres des équipes qui ont le droit de passer dans les spéciales pour reconnaître. C'est-à-dire que des ingénieurs ont le droit de prendre une voiture pendant les jours de reconnaissance pour aller voir les spéciales, voir comment c'est, et adapter les réglages des voitures en fonction. Donc ça, c'est tout à fait autorisé. C'est fait très très régulièrement, et moi-même j'ai eu la joie, je dirais, de parcourir un grand nombre de rallyes comme ça, enfin de parcours de rallye de cette manière-là, et je peux t'assurer que c'est extrêmement intéressant d'un point de vue technique également. Ce qui s'est passé avec Thierry Neuville, c'est qu'à la fin des reconnaissances, donc qui en général ont lieu jusqu'au mercredi soir, donc on a le droit d'avoir des membres de l'équipe qui aillent dans les spéciales. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes qui ont été identifiées comme appartenant à l'entourage de Thierry Neuville. On ne sait pas aujourd'hui si c'est des membres de Hyundai Motorsport, ça m'étonnerait très très fortement, mais en tout cas, elles ont été identifiées comme des membres de l'entourage de Thierry Neuville, qui ont été tout simplement surprises sur les spéciales à 2 reprises après la fin des reconnaissances. Donc, pour essayer d'aller voir s'il y avait des pierres qui pouvaient être enlevées ou rajoutées, parce qu'il faut savoir qu'au Kenya, ce sont des pistes, ce n'est pas vraiment des routes, ce sont vraiment des pistes qui sont tracées, et que justement ce dont se plaignaient les APK Lapi, c'est que son manque de connaissance du terrain l'empêchait vraiment de savoir où est-ce qu'il était possible de couper ou de ne pas couper. Et le but de ces personnes qui étaient sur les spéciales, c'était après les reconnaissances, de s'assurer de quel virage pouvait être coupé ou non, pour tout simplement l'avertir, Thierry Neuville, pour qu'il puisse être un peu plus rapide sur ces spéciales-là. Aujourd'hui, sans rentrer dans la polémique, je t'avoue que non. Je n'avais pas trop entendu parler de ce genre de problématique depuis de nombreuses années. C'est des choses qui sont assez réglementées. On sait directement à quoi on
on s'expose s'il y a une interpellation, si on est pris sur le fait à faire ce genre de choses. Donc de la même manière que les assistances illicites en bord de spécial ou routier, c'est des choses qui aujourd'hui sont quand même très 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 rares. Et je dirais que là, ils se sont fait déjà attraper une fois. Qu'ils continuent et qu'ils se fassent attraper une deuxième fois, ça me paraît quand même vraiment exagéré. Et là, pour le coup, on a même vu la réaction du clan, enfin, pas de réaction justement du clan Neuville, ou juste un bref communiqué de Hyundai acceptant solennellement la sanction qui était prononcée. Et je dirais même, ils ont de la chance que ce parce qu'aujourd'hui, ça aurait pu être beaucoup plus. C'est une triche avérée. Et c'est clairement pas dans l'esprit du rallye. Et honnêtement, moi, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais j'ai du mal à comprendre un petit peu, sachant que Thierry Neuville, il sortait d'une victoire au rallye de Sardaigne. Il avait relancé un petit peu son championnat. Et s'il arrivait au Kenya avec une nouvelle victoire ou une nouvelle belle performance, il aurait pu clairement remonter sur le podium du championnat. Et là, de prendre ces risques assez inconsidérés, j'ai un peu de mal à comprendre, très honnêtement. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, une fois de plus, tu te souviens qu'à chaque fois, moi, je me fais l'avocat du diable. Mais pour une fois, non. Il y a un règlement, il est fait pour être respecté. Pour une fois, je suis d'accord sur la sanction. S'ils ont été reconnus comme étant un membre de l'entourage et qui sont allés faire des connaissances dans les spécialistes, il doit être sanctionné. Moi, ce qui m'ennuie un peu plus là-dedans, c'est la déclaration de Cyril Abitboul dans les colonnes de nos confrères Rallye Sport. Un site de référence en France que tout le monde peut aller consulter. Cyril Abitboul dit toute l'équipe est découragée. Je trouve que la sortie est trash, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est cash, c'est brut de pomme. Moi, ce que j'ai peur, c'est que l'équipe et Hyundai décrochent. S'il y avait encore un ou deux mauvais résultats qui se suivent. Et quand tu parles de transfert, on a entendu les rumeurs qui sont faites ces derniers temps, même s'il est arrivé 2023. Moi, j'ai peur que fin 2023 ou 2024, tu vois, Hyundai, c'est surtout la sortie d'Abitboul qui m'a découragé. Et c'est vrai, le communiqué de Hyundai, très laconique, qui dit qu'OK, on accepte la décision. Moi, j'ai l'impression que l'équipe est en train de décrocher aussi. C'est plus ça, moi, qui m'embête, plutôt que la sanction de Neuville. Et moi, ce qui m'embête, c'est un peu, comme tu le disais, ces consignes de course fait on favorise plus un tel qu'un autre. Moi, je préférerais avoir une transparence comme Toyota. Allez-y, battez-vous, on verra à la fin ce qui se passe. Voilà. Ouais, bon, mais c'est sûr. Après, les enjeux, c'est compliqué. On reste quand même dans des très grosses multinationales qui ont des budgets très importants dédiés au rallye avec des obligations de résultats. Donc voilà, c'est facile à dire derrière notre écran sur le bord des spéciales, très clairement. On aimerait tous que ce soit carte blanche pour tout le monde et que tout le monde puisse se battre. Aujourd'hui, il y a clairement un serpent de mer qui rôde depuis quelques mois, voire quelques années maintenant, sur la dévotion de Hyundai sur le moyen terme au WRC. On en a déjà discuté dans les épisodes précédents. D'ailleurs, je vous invite à les réécouter si jamais, mais est-ce que les recrutements justement de Cyril Abitboul, qui est quelqu'un de plus orienté circuit, très marqué Formule 1, derrière de François-Xavier de Maison, qui effectivement est plutôt rallye, mais aussi était en Formule 1 il y a très peu de temps, est-ce que ce n'est pas des signes vers l'orientation en championnat du monde d'endurance, comme on l'a entendu? Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de sérénité, en tout cas chez Hyundai. Il n'y en a jamais vraiment eu, à part à l'époque Andrea Adamo, où on pouvait dire tout ce qu'on voulait de Andrea, mais en tout cas, il sortait le paratonnerre et c'est lui qui prenait pour tout le monde et il acceptait, et ensuite c'est lui qui redrivait derrière. Le rôle d'un vrai team manager, en fait, si je peux me permettre. Là, aujourd'hui,
effectivement, la sortie de dire qu'on est tous désespérés, oui, il y a eu une grosse contre-performance, mais c'est une contre-performance à la fois de la voiture, techniquement, des pilotes aussi, parce que voilà, Sordo, il n'est pas au rendez-vous, Neuville est à peine au rendez-vous et il se fait attraper à tricher. Moi, je dirais oui, il y a que vraiment Esa Pekka-Lapi qui a sorti un petit peu la tête de l'eau et qui a rendu un petit peu de fierté, je dirais, aux Coréens et aux Allemands de chez Hyundai. Donc, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais voilà, si on voulait parler de transfert, honnêtement, le manager de Kalle Rovanperä a beau essayer d'agiter le chiffon rouge en disant attention Toyota, on n'a pas re-signé pour l'année prochaine. Je vois pas ce que Rovanperä irait faire chez Hyundai l'année prochaine avec tous les doutes qu'il peut y avoir derrière. Surtout quand on voit l'histoire Tanak, comment ça s'est passé. Il va y réfléchir à 2 fois. Ah oui, ben, je dirais, encore une fois, à très grand regret et paix à son âme, le vrai éclair qu'il y avait en ce début d'année, c'était Craig Breen. C'était les performances qu'il avait pu faire sur les premiers rallyes qui étaient juste exceptionnelles et qui montraient que quelqu'un d'autre que Thierry Neuville était potentiellement capable de tirer quelque chose de cette voiture. Alors aujourd'hui, c'est un peu le cas avec Lapi, mais avec les limites de la fiabilité à la fois du pilote qui a fait quelques petites erreurs en poussant la voiture vraiment au bout et de la fiabilité de la voiture en elle-même quand elle est vraiment poussée au bout aussi. Alors, tu me fais la transition, tu es trop fort, hein, tu es brillant. On va parler de fiabilité. Alors, je sais ce que tu m'as dit sur les épisodes précédents, mais je suis obligé d'en parler. On est obligé de parler de Ford. Voilà, Ford, 3 Pumas engagés, 3 Pumas qui ont collectionné les problèmes techniques et la fiabilité. Ils ont été un petit peu trash, moi, sur Canal+, en disant qu'il y avait un gros souci avec la voiture. J'ai l'impression surtout que Tanak, lui aussi, est à fond. Et j'ai l'impression que Tanak est en train de se lasser. Et pour moi, c'est ça le plus gros problème aujourd'hui de Ford. J'ai l'impression que même Tanak ne croit plus. Et j'ai peur d'une seconde partie de saison très, très longue et très compliquée pour M-Sport. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que tu as la même analyse que moi? De toute façon, l'analyse, elle est assez facile à faire hein, quand on regarde les classements, quand on regarde les résultats de manière générale. Même si Tanak, ça reste le meilleur des autres au classement du championnat, puisque c'est le 4e derrière les 3 Toyota. Force est de constater que la voiture, oui, elle manque de fiabilité. Alors, en plus, à chaque fois, c'est des choses un peu différentes. C'est-à-dire que là, Tanak, sur ce rallye, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est de la malchance. C'est-à-dire qu'il a été accablé par les crevaisons et apparemment, ce serait des problèmes sur les jantes. Il a eu des soucis sur les jantes qui ont fait qu'il y avait des imperfections et qui faisaient crever les pneus. Ils s'en sont rendus compte à la fin du rallye. C'est quelque chose que j'ai su là en début de semaine. C'est pour ça que c'est aussi bien de prendre quelques jours avant de faire nos débriefs parce qu'on a le temps d'avoir quelques infos. Et effectivement, des jeux de jantes qui ont été défectueux, qui ont été détectés. Donc, qui ont encouru, je dirais, des problématiques pour Tanak. À l'opposé, le gros point, je dirais, c'est que je ne sais pas si tu as regardé un petit peu le profil des spéciales, le profil des parcours et les temps partiels qui étaient réalisés. C'est quelque chose qui a été corroboré d'ailleurs par Pierre-Louis Loubet, c'est que sur le rapide, les Ford étaient performantes, voire très performantes. Peut-être pas toujours au niveau des Toyota, mais en tout cas pas très loin. Et sur ces enchaînements plutôt rapides, avec des longues allonges, des virages rapides, quelques jumps à certains endroits, ils avaient l'air vraiment à l'aise. Et c'est vraiment plutôt dans le sinueux, dans le bosselé, dans le cassant, où là, pour le coup, ils perdaient des secondes par poignée quasiment. Et donc là, on peut se poser la question plutôt de problèmes sur les suspensions qui ont du mal à stabiliser la voiture. Pourtant, ils sont chez le même fabricant de suspension que les Toyota, là, qui sont des suspensions Reiger. Mais on sait très bien que le développement n'est pas le même chez Toyota et chez Ford.
Donc, je dirais que si effectivement ces problèmes de jantes sont solutionnés, que si les autres soucis de fiabilité qui ont pu affecter notamment Jordan Cerderidis et Grégoire Munster sur la Rallye 2 au niveau du moteur peuvent être une manière d'améliorer la fiabilité pour les prochains rallyes, je pense qu'on peut quand même être assez optimiste pour voir un Haute Tanak, le couteau entre les dents, en Estonie et en Finlande, où il aura absolument rien à perdre. De toute façon, s'il veut pouvoir jouer quelque chose au championnat, je ne sais pas quoi, mais il lui faut 2 victoires impérativement, quasiment. Je pense qu'il est capable d'aller les chercher, très honnêtement. Oui, moi je l'ai trouvé un petit peu blasé, tu vois, au point de stop. Mais après, je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est vrai qu'il y avait une très longue allonge de 1,5 km dans une spéciale. Et moi, j'ai regardé les vitesses de pointe. C'est vrai que la Ford était à la bagarre, elle n'était pas larguée du tout. Donc, ce qui veut dire que dans la rapide, elle est très, très rapide. Maintenant, je voudrais qu'on revienne un peu sur Pierre-Louis. Alors, j'ai écouté sur un autre podcast son papa parler. J'ai l'impression que Pierre-Louis, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'il y a une méconnaissance du terrain, ça manque d'essais, ça manque de beaucoup de choses. Et ça a été encore un rallye très compliqué, même si au final, il finit 7e. Ça a été un rallye compliqué pour Pierre-Louis. Qu'est-ce que toi, tu en as pensé? Pour moi, au contraire, c'était un rallye qui avait été un peu plus instructif, si je peux me permettre de parler ainsi, que les précédents, parce qu'il a fait tout le rallye. Il n'a pas eu de gros incidents, et je dirais quasiment avec Ogier et Rovanperä, c'est le seul qui, pour moi, n'a pas eu d'avare particulière, n'a pas fait d'erreur de pilotage flagrante. J'aurais plutôt été dans le sens où c'était dans le bon sens du terme pour Pierre-Louis Loubet et que justement ça pourrait lui permettre de reconstruire un petit peu sa confiance, surtout avec les 2 rallyes extrêmement exigeants qui vont arriver. L'Estonie, l'Infalande, c'est quand même des terrains extrêmement rapides et si tu n'es pas en parfaite osmose avec ta voiture, avec tes notes, avec le terrain, si tu n'es pas en confiance, soit tu prends des valises dans toutes les spéciales, soit ça se finit très mal dans les arbres. Donc j'espère pour lui en tout cas que ça lui aura permis de construire quelque chose, de reprendre un petit peu de confiance et de pouvoir enchaîner avec 2 beaux rallyes à très haute vitesse sur ces chemins de terre bosselés. Alors, on va en conclure avec le WRC avant de passer au WRC2. Et là, ça va être un petit peu mon gros coup de gueule de l'émission. Donc, après ce rallye, tu as vu passer mes petites notes, c'est Kalle Rovanperä qui, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, il n'est pas brillant comme il a pu l'être sur la saison passée, mais au final, il commence à prendre la mesure d'un petit peu tout le monde et avec ses 2e places, de grignoter, de s'échapper un petit peu. Et moi, j'ai l'impression que Rovanperä, au final du final, même si c'est Ogier qui gagne, c'est lui qui fait la bonne affaire au classement avec 139 points, un peu plus devant Evans et Tanak. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, clairement, hein, de toute façon, alors petit à petit, il fait son nid, effectivement, bien aidé par le fait que Ogier manque l'un ou l'autre des rallyes de temps en temps aussi, ce qui lui permet de marquer des points quand son principal rival n'en marque pas. J'aurais voulu aussi qu'on revienne un petit peu quand même sur la performance majuscule de ces 2 pilotes, parce que on parle de beaucoup de choses à côté, mais ça reste quand même le vainqueur et son dauphin sur un rallye qu'ils ont disputé de manière démentielle du début à la fin. Rovanperä, le dimanche matin, quand il repart avec 16 secondes de retard, que dans la première spéciale, qui est une des plus cassantes du rallye, il va chercher 8 secondes à Ogier, c'est clairement qu'il n'a pas envie de laisser passer la possibilité de gagner ce rallye. C'est aussi clairement que les consignes d'équipe, il n'y en avait pas chez Toyota. Et de toute façon, je dirais, même si dans les interviews, on se posait la question si Ogier n'allait pas en demander à un moment, j'aurais envie de dire, ouais, mais Sébastien, le problème, c'est que s'il y a une consigne d'équipe, je ne pense pas qu'elle soit en ta faveur, parce que entre privilégier quelqu'un qui ne fait pas l'entièreté du championnat
Et le deuxième pilote qui est pas très loin, qui lui fait le championnat complet, sachant qu'en plus derrière, les troisième et quatrième, c'est des Toyota, donc il n'y a aucune chance qu'il repasse devant. Voilà, ça aurait été, je pense, en tout cas, à la défaveur de Ogier. Mais en tout cas, c'est une victoire pour lui qui est extrêmement méritée. Je ne sais pas si tu as pu le voir, mais en tout cas, la dévotion de Ogier et de Landais du début à la fin du rallye, c'était impressionnant. Ils n'ont pas arrêté. Entre toutes les spéciales, de s'occuper de la voiture, de faire des petits réglages, comme je disais tout à l'heure, de dépoussiérer, d'enlever le fèche-fèche des ouïes d'aération, de changer les hauteurs de caisse, de faire tout ce qu'il fallait pour être le plus performant possible sur chacune des spéciales et vraiment aller chercher cette victoire. Et ça, quand tu fais un championnat à temps partiel, que tu es déjà 8 fois champion du monde, que tu n'es pas, je dirais, à une victoire près, moi, ça m'impressionne. On peut dire ce qu'on veut de Sébastien Ogier. On a eu des commentaires un petit peu critiques et je l'entends tout à fait. D'une certaine manière, moi aussi, ça me déçoit qu'il ne fasse pas le championnat complet parce que ce serait une superbe bagarre avec Kalle Rovanperä. Mais aujourd'hui, ça reste quand même l'un des pilotes et un des équipages, de toute façon, les plus performants du WRC. Ça, c'est clair et net. Et il faut juste leur tirer notre chapeau parce que c'est magnifique, tout simplement. Alors, tu as entièrement raison. Et moi, c'est la première fois où je vois Sébastien Ogier avoir la banane. À chaque point stop, il était heureux, il parlait. J'ai l'impression qu'il prend de plus en plus de plaisir avec Vincent Landais, avec la voiture. Et moi, je suis pas loin de croire que peut-être qu'on aura un retour à temps complet l'année prochaine. C'est pas impossible parce que j'ai l'impression que vraiment cette année, il prend du plaisir qu'il ne prenait peut-être plus les années précédentes. Quand tu vois un pilote qui a autant le smiles à l'arrivée, c'est qu'il prend beaucoup de plaisir. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. C'est sûr qu'il se fait plaisir et de toute façon, la bagarre, c'est ce qu'il veut, aller chercher des succès, se battre. C'est exactement dans sa mentalité, dans leur mentalité. Par contre, je suis pas, et là c'est moi qui vais me faire l'avocat du diable, je suis pas du tout d'accord, je pense pas qu'il reviendra à temps complet, parce que s'il prend autant de plaisir, c'est aussi qu'il a du temps à côté pour s'occuper de ses petites affaires, pour rester un petit peu chez lui et que quand il revient en rallye, justement, il a cette implication du début à la fin qu'il n'aurait peut-être pas s'il enchaînait tous les rallyes les uns après les autres. Même si aujourd'hui, il a quand même fait la majorité de la première partie de la saison, il lui a quand même manqué 2, voire 3 rallyes, 2 je crois. Oui, c'est ça. Donc ça lui a quand même fait quelques pauses qui lui permettent de se régénérer et de retrouver cette envie sur ces autres événements. Donc bon, après on verra, hein, c'est lui seul est maître de tout ça, mais j'ai du mal à voir comment est-ce qu'il pourrait revenir sur une saison complète s'il finit pas déjà cette saison-là de manière complète. Alors, tu sais, il y a quand même toujours un petit peu cette histoire de titre, tu vois, ce serpent de mer aussi. On verra. Là, on va passer au moment le moins sympa de l'émission, à mon coup de gueule. Le WRC2, un rallye pour rien. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Alors, Grégoire Munster a fait un super début de rallye. Ben voilà, ça se termine avec Kajetanovic devant Solberg. Mais en fait, il ne s'est rien passé. J'ai l'impression que c'était un rallye pour rien en WRC2. Avec 30 équipages au départ, on ne pouvait pas s'attendre à des miracles non plus. Mais il y a certains rallyes qui me posent problème avec cette catégorie qui est complètement délaissée sur certains rallyes. Alors, on connaît les coûts, on connaît beaucoup de choses. Mais quand même, ça me pose question. Je pense qu'il devrait peut-être changer la réglementation pour qu'on ait vraiment du WRC2 sur certains rallyes. Là, j'ai l'impression que ça ne servit à rien du tout. Je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé. Tu as assez bien résumé dans l'ensemble. La grosse problématique, c'est les coûts de ces manches, ce qu'on appelle oversea, donc outre-mer. On sait qu'il y a des pilotes qui s'en font une joie par la renommée du rallye, par l'histoire du rallye, d'aller faire ces manches-là. Il y en a d'autres qui le font plus par opportunité, voire par opportunisme, et ayant un portefeuille un peu plus rempli que les autres pour aller marquer des gros points.
Ça a clairement été le cas de Kajetanovic, justement, qui, lui, dès le départ, c'était clair. De toute façon, c'est j'y vais, j'assure, je me mets 3 crans en dessous de tout le monde, histoire de ramener la voiture à la maison, et puis je vois ce qui se passe. Bien lui en a pris, puisqu'il ramène, tous les points en WRC2, ce qui lui permet de se replacer au championnat, même s'il est encore un petit peu loin. Mais c'est la problématique de dominer des manches sur le championnat, c'est-à-dire que en fait, tu n'as pas le même plateau et tu ne te bats pas avec les mêmes adversaires sur tous les rallyes. Après, il y a plusieurs choses qui ont été essayées dans le passé où certaines manches étaient en ce qu'on appelait le SWRC, le WRC2 à l'époque des S2000, et puis d'autres manches étaient le PWRC, donc les groupes N, et c'était plus ou moins obligatoire. Voilà, il y avait 7 manches à choisir sur 8. Donc ça fait que dans la globalité du championnat, tu avais quand même une concurrence qui était équitable de partout. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'entre un rallye c'est la Croatie où il y avait, je crois, peut-être 10 ou 12 pilotes qui étaient capables de gagner au départ, et sans exagérer. Et là où aujourd'hui, en WRC2, en plus, Solberg faisait le rallye, mais il ne marquait pas de points. Tu avais que Munster et Kajetanovic qui étaient en mesure de marquer des points. Donc c'est sûr que pour le coup, l'intérêt est bien moindre. C'est la réglementation. Il y a des choses à revoir dans toutes les catégories. Je crois que quand Thierry Neuville et Sébastien Ogier ont tiré la sonnette d'alarme il y a quelques semaines maintenant sur l'état du WRC et sur son futur, il faut regarder le rallye 1, mais pas que. Les pyramides d'ascension pour arriver justement à ces baquets en rallye 1 sont beaucoup trop compliquées. Il y a trop peu de roulage. On en a déjà parlé maintes et maintes fois. Donc il y a beaucoup de choses à revoir, je pense. Et il va falloir le revoir. Et je pense que ça ne va pas être dans l'intérêt de tous les fans historiques du rallye, malheureusement. Alors, la prochaine manche, c'est l'Estonie, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de grosses bêtises. Dis-nous, selon toi, quels seront les points clés pour gagner là-bas et pour faire une belle performance? Comme je le disais tout à l'heure, déjà, il va y avoir le balayage sur la route qui va refaire son apparition. Au Kenya, ce n'était pas trop le cas parce que les routes sont tellement défoncées et il faut vraiment plusieurs voitures pour qu'il y ait ce phénomène qui soit pénalisant. Là, en Estonie, ça va être un des critères prépondérants, donc je pense que ça va être compliqué pour Rovanperä dans la première journée. Ce sera la même chose en Finlande, hein, plus ou moins, parce que de toute façon, il va arriver en tête du championnat en Finlande, étant donné le nombre de points qu'il a d'avance. Donc ces 2 premiers rallyes vont être un peu compliqués pour lui sur les premiers jours. Comme je te disais, Ott Tanak, je le vois très bien sur ces spéciales-là. C'est des rallyes qui normalement sont assez doux pour la mécanique. C'est des rallyes à très haute vitesse. Là, ça va clairement être la confiance, l'envie, et comme ils disent en Finlande, le sisu, donc c'est-à-dire la capacité à les mettre sur la table. Et voilà, c'est ça qui va faire la différence. J'ai vraiment envie que l'API puisse aussi aller chercher enfin un vrai bon résultat. Et si on se remouille un petit peu au niveau des pronostics, je te le demanderai après le tien, mais c'est vrai que moi, le podium idéal que je verrais, ce serait on va dire un Lapi, Tanak, et puis derrière, je vois mal comment Rovanperä ne pourrait pas faire podium. T'es pénible parce que j'allais dire pareil que toi, j'allais dire Lapi. Moi, j'allais dire Rovanperä et je sais pas. Et après le troisième, je sais pas. Je sais pas, mais allez, Evans, parce que je l'aime bien, Evans. Allez, on va dire Evans. Maintenant, je sens que ton regard va s'illuminer. Je vais y aller par phase. Je vais te dire French Connection. Pour moi, c'est la French Connection. Si je te dis 405 Turbo 16, 208 T16, Sébastien Loeb, Romain Dumas et le petit dernier qui nous a fait une performance absolument extraordinaire avec l'Alpine. Je te lance, Pikes Peak, dis-nous tout. Dis-nous tout, simplement bravo.
Bravo Raphaël Astier, bravo Alpine, bravo Signatech, bravo Oreca à Manicourt et tous ceux qui ont œuvré sur ce superbe projet de manière vraiment commando, parce que c'est un projet qui a vu le jour en toute fin d'année dernière, donc un tout petit peu plus de 6 mois pour préparer une voiture et une épreuve comme celle de Pikes Peak qui est extrêmement particulière. Puisqu'il y a, je crois, presque 3000 mètres de dénivelé positif à avaler pour atteindre les 4300 mètres au niveau du sommet. Donc forcément, avec des contraintes techniques, quand on utilise un moteur thermique qui sont extrêmement importantes, puisque à la manière du rallye du Mexique, on a une perte de puissance au niveau de l'oxygénation et de l'altitude en fait qui est juste démentielle. Et quand on compare avec des voitures toutes électriques, comme le fameux Ford Transit de Romain Dumas qui prend la 2e place, là on a des contraintes qui sont tout autres, avec un fonctionnement électrique qui, pour le coup, lui, n'est absolument pas perturbé par la raréfaction de l'oxygène en altitude. Tout simplement bravo. Bravo à toute l'équipe. Ça a été une aventure superbe à suivre du début à la fin, qui se termine par une 3e place au général pour une première. C'est juste magnifique. Je pense qu'on peut que les applaudir. Alors, je vais te poser 2 questions. Toi qui connais un petit peu le domaine, quelles sont les différences entre l'Alpine de Pikes Peak et celle qui peut courir actuellement en rallye? Je t'ai perdu là, Fab. Oui, tu me reçois toujours? Ouais, mais je t'ai perdu pendant les 5 secondes. J'ai cru que tu étais en train d'applaudir et puis. Donc, je vais te poser 2 questions. Moi, je suis très intéressé de savoir quelles sont les différences entre la RGT qui roule en rallye et cette fabuleuse auto qu'ils ont sortie actuellement. Et moi, la grosse question que j'ai envie de poser, c'est comment ils font pour sortir autant de chevaux de cette voiture? C'est quoi le secret, sans rentrer vraiment dans le secret des dieux? Explique-nous un petit peu la différence entre la RGT et l'Alpine de Pikes Peak et comment ils font pour sortir autant de chevaux de cette voiture. Ouais, alors là, pour le coup, je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans les détails parce qu'il y a quand même des choses qui sont un peu confidentielles, mais en gros, c'est plutôt une voiture de GT4, une Alpine A110 de GT4 qui roule sur les circuits des championnats GT justement en Europe, qui a été utilisée comme base avec un moteur qui a été gonflé à bloc par Oreca Manicourt justement qui est spécialisé dans ce domaine-là, qui a une grosse connaissance aussi de tout ce qui est rallycross et des autres disciplines dans lesquelles la motorisation pour le coup est vraiment libre, je dirais, et qu'on peut pousser vraiment à son maximum. Donc ils ont joué vraiment sur les différents paramètres design du moteur pour redessiner des pièces, pour avoir un turbo qui puisse être beaucoup plus puissant, qui puisse souffler beaucoup plus fort de tout en bas de l'ascension, pardon, où on avait assez peu de pression de suralimentation et la faire augmenter jusqu'à arriver au sommet pour avoir une puissance qui soit quasiment linéaire sur toute la montée. Et puis on a un châssis qui est démentiel de par la conception de cette GT4. On a de l'aéro aussi qui a été extrêmement bien dessiné par les ingénieurs justement à Bourges chez Signatech. Et puis voilà, tout simplement, ça fait un gros résultat derrière avec un pilote, Raphaël Astier, qui est aussi habitué de cette course. Je crois que c'était la 3e ou 4e fois qu'il la faisait, après avoir fait quelques très très belles performances et des victoires de classe avec la Porsche du team de Romain Dumas, justement. Donc c'est un peu tout cet assemblage qui a fait que, comme on peut dire, pour un coup d'essai, ça a été un coup de maître. Et on a juste envie qu'ils continuent un petit peu dans cette direction et puis qu'ils aillent chercher une victoire. Pour le record, pour moi, ce sera impossible avec un moteur thermique. Je vois mal comment ça peut l'être, sachant ce qui est développable maintenant avec les moteurs électriques, à mon très grand regret, hein, je ne te le cache pas, mais aujourd'hui, la configuration de la course fait que
il faudra passer au tout électrique, je pense, s'ils veulent aller chercher un record. Mais en tout cas, ils peuvent encore faire de belles améliorations avec un moteur thermique et avec cette magnifique auto. Alors, quand je te dis French Connection, c'est pas anodin, c'est qu'à chaque fois que nous, Français, on fait cette course, on n'y va pas pour rigoler. À chaque fois, on fait des très belles performances, des victoires. Enfin bref, tout le monde se souvient de la 405 Turbo 16, de l'aventure de Sébastien Loeb, la 16. Moi, j'adore cette course. Je sais que toi aussi, tu y tiens beaucoup. Maintenant, on va passer à un autre sujet, une autre course que tu adores. Peut-être le début de course de l'année, voire de la décennie, des 24 heures du Mans, une course de folie. Allez, ton résumé, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'on a dit qu'on en reparlerait, hein, bien sûr. Donc, ouais. Bah, je pense qu'il faudra qu'on en reparle, qu'on voit un peu avec nos collègues, comme je t'avais dit la dernière fois, de Endurance Info, Endurance Live, ce qu'il est possible de faire. Mais ça a été une magnifique course, hein, tout simplement, du début à la fin, des rebondissements, un suspense à couper le souffle. Et je t'avoue que moi, honnêtement, j'aurais pu rester les 24 heures devant la télé. Les choses ont fait qu'il y a un moment, il a fallu que j'aille dormir quand même un petit peu. Mais sinon, c'était magnifique. Le seul bémol, ça a été cette procédure de safety car qui était complexe, qui était nouvelle, qui a été trop longue, beaucoup trop longue à certains moments. Donc c'est certainement, je dirais, le gros point noir de cette édition. Mais sinon, pour tout le reste, c'était juste magnifique. Une belle victoire de Ferrari en plus, qui vient récompenser un investissement d'un constructeur, des stratégies qui ont été extrêmement intéressantes aussi. Mais oui, il faut s'y pencher dessus parce qu'il y a énormément à dire sur le LMP2, sur le GT, avec malheureusement nos deux petites Françaises, Lilou Wadou et Dorian Pain, qui ont connu des déboires dans ces catégories, que ce soit le P2 ou le GT. Et puis, tu parlais de French Connection, il y a quand même beaucoup d'équipes françaises aussi qui ont brillé sur ces 24 heures de pilotes français. On pense notamment à Sébastien Bourdet, qu'on aurait aimé voir un petit peu plus haut sur le podium pour une course qui a du mal à lui réussir. Mais voilà, il y a trop de choses à dire. On pourrait en parler aussi en évoquant les pilotes de rallye qui ont pu briller ou pas aux 24 heures du Mans. Moi, je t'avoue que j'ai toujours en tête le podium de Colin McRae avec la Ferrari GT dans les années 2003, je crois, qui m'avait marqué. Sébastien Loeb qui vient faire plusieurs piges chez Pescarolo aussi. C'est quand même une course qui est juste magique et ça m'a fait tellement plaisir de voir l'engouement qu'il y a pu y avoir pour cette course. On est fans de basket tous les deux. LeBron James qui vient donner le coup d'envoi de la course en agitant le drapeau. Tom Brady aussi, le fameux quarterback de foot américain qui est présent. C'est le vrai renouveau de l'endurance. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les années futures. Je t'avoue que j'ai hâte de voir aussi l'Alpine l'année prochaine. Je suis désolé, hein, je suis un peu marqué, je suis un peu chauvin à ce niveau-là, mais voilà, ça va être une magnifique course. Et déjà à Monza, la semaine prochaine, pardon, ça va être la belle revanche de Toyota qui va revenir justement avec, je pense, une vraie envie de montrer que c'était un accro dans leur saison, on va dire. Un gros accro, mais que c'était qu'un accro. Alors, j'ai l'impression que tu es en train de nous proposer une émission spéciale 24 heures du Mans. Ah bah écoute, moi, ce sera avec grand plaisir. Il y a très très largement de quoi tenir encore une heure. Alors même si on sera un petit peu loin de l'événement en lui-même, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de rééchanger là-dessus, de voir un peu nos avis sur l'endurance aussi. Parce que si on aime le rallye, c'est aussi qu'on aime une certaine notion d'endurance, qu'on est en train de perdre petit à petit. J'ai bien peur, et tout à l'heure quand je te parlais de fans qui allaient être déçus de l'avenir du WRC, j'ai peur qu'on aille vers des rallyes qui soient de plus en plus courts, encore plus concentrés que ce que ça l'est aujourd'hui. Clairement, le rallye du Kenya aujourd'hui, c'est pas le même que celui qui m'a fait rêver quand j'ai découvert le rallye en 98-99.
Déjà que le Monte-Carlo, c'est pas non plus celui qui faisait rêver mon papa quand il m'emmenait sur les spéciales ou qui me racontait justement les nuits de folie du Turini avec les Alpines ou les R5 Turbo, les 205 Turbo 16, les Stratos et autres. Donc oui, il y a beaucoup à dire. Encore une fois, continuer. On a de plus en plus de commentaires pour échanger, pour discuter sur la vidéo YouTube. C'est vraiment extrêmement intéressant. Sur Instagram aussi, on échange beaucoup. C'est super sympa. Et promis, on fera tout pour qu'on puisse adresser des sujets qui vous intéressent. Et aussi bien dans la partie technique, dans la partie stratégique, dans la partie humaine, de faire découvrir un peu l'envers du décor. Ça peut être vraiment intéressant, je pense. Alors, je rebondis sur ce que tu as dit. Moi, je suis tout à fait ouvert à une émission parce que j'adore aussi les 24 heures du Mans. Comme tu l'as dit, tu nous as lancé sur les pilotes de rallye. Si on peut avoir un invité aussi pour parler avec nous des 24 heures du Mans, ce sera un plaisir. Je rebondis une dernière fois aussi sur ce que tu as dit sur l'évolution des rallyes. Comme tu le sais, j'ai reçu Christian Vella il y a quelques jours de ça. Et il dit exactement la même chose que toi. Il dit que les voitures sont absolument magiques, ça va très vite, mais que pour lui, c'est devenu du sprint et que c'est très éloigné de ce que lui a pu connaître sans être le vieux rabat-joie. Mais lui aussi ne s'y retrouve pas aujourd'hui dans l'évolution des rallyes. Et il dit un truc, c'est que c'est de plus en plus compliqué pour les jeunes d'accéder au Rallye 1, exactement ce que tu as dit toi précédemment. Avant de se quitter, est-ce que tu as des cadeaux ? Oui, alors juste avant, pour rebondir là-dessus, c'est vrai que, et pour finir, il faut vraiment que dans la période estivale, là, qui sera un petit peu plus creuse, on se fasse aussi un épisode justement sur l'avenir du WRC, parce qu'il y a énormément de choses à dire. On est passé beaucoup trop rapidement là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord avec Christian Vella. De la même manière que Laurent-Frédéric Bollet, mais encore plus loin, je dirais, c'est lui qui m'a fait grandir dans ses résumés de Automoto, où là, pour le coup, le résumé rallye, ça durait 20 minutes. Le dimanche matin qui suivait le rallye, c'était juste magnifique. C'est sa voix. Je regarde encore très très régulièrement en faisant du vélo sur le home trainer les résumés des rallyes des années 90, voire début des années 2000, mais c'est juste magique. Et il faudra qu'on en parle. Mais oui, quand tu vois qu'aujourd'hui des constructeurs comme Hyundai, comme Toyota sont obligés de s'engager sur des rallyes nationaux pour faire des tests, on a encore eu aujourd'hui la confirmation que tous les pilotes principaux vont faire des rallyes en amont de l'Estonie ou de la Finlande pour préparer, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des essais. Ils n'ont pas le droit de mettre le cul dans la voiture, comme je le disais de manière grossière il y a quelques temps. Et pour des nouveaux pilotes, pour des Pierre-Louis Loubet ou Suninen ou Fourmeau, mais c'est incompréhensible. Comment veux-tu qu'ils puissent être aussi performants que des pilotes sur des rallyes qu'ils découvrent avec des pilotes qui ont fait ces rallyes déjà 5 ou 6 fois en ne faisant que 2 passages de reconnaissance et en n'ayant jamais conduit la voiture sur ces rallyes-là. C'est juste impossible. Donc il faut qu'on en discute, il faut qu'on fasse un épisode spécial. On attend vos commentaires, vos questions, vos remarques. Lâchez-vous, donnez-nous vos idées, vos craintes pour l'avenir du WRC et on en débat tous ensemble dans l'été. Alors, je prends note, on coche dans le planning, on fera, donc on ne va pas faire un débriefing, on fera l'avenir du WRC. Juste avant que tu nous présentes ce que tu vas nous présenter, je reviens sur Christian Vella. Christian Vella va revenir. Si vous avez des questions aussi à poser, posez-les nous, parce qu'il va nous faire un épisode spécial sur un très grand pilote, Carlos Sainz. Alors, tout le monde connaît Carlos Sainz, mais ne connaît pas l'homme, ne connaît pas son approche de la course. On connaît tout son palmarès, qu'il est espagnol, mais vraiment, on va rentrer dans l'intimité de Carlos parce que Christian Vella était très proche de Carlos dans ces années-là. Ça va être un épisode assez passionnant. Et puis, le prochain épisode, ce sera avec toi. On va parler du WRC, de son avenir. Et puis, j'espère qu'on fera une émission sur les 24 heures du Mans, sur le circuit. Je sais que tu connais un petit peu d'autres podcasteurs. S'ils veulent se joindre à nous, ce sera avec grand plaisir. Maintenant, moi, tu sais, je suis un grand enfant et j'attends de voir les cadeaux.
Ouais, bah écoute, effectivement, je me suis rendu compte que sur les deux derniers épisodes, je vous avais pas fait de cadeau, donc là, du coup, je suis revenu avec la hotte un peu remplie. Donc, je vous invite à aller voir aussi Auto Mini Racing. Vous oubliez pas, vous allez liker les pages Facebook, Instagram. On a des très très belles nouvelles qui devraient arriver. On est en train de finaliser un partenariat avec une ville pour nous accueillir dans des locaux. Donc, on va se lancer à la recherche de sponsors, de donateurs pour faire tout ce qui est vitrine et autres. Mais c'est en train de vraiment prendre une très très belle forme. Et je pense que d'ici fin 2023, on devrait avoir des superbes nouvelles à proposer. Donc, tout ça en attendant. Auto Mini Racing, qu'est-ce que c'est? C'est une exposition permanente de miniatures dans laquelle vous allez pouvoir retrouver notamment voilà, l'Alpine A110 RGT pour le coup de Fabrice Becht, Arnaud Michal, que je vous avais présenté sur les réseaux sociaux, mais là c'est, vous voyez, au 1/18e, donc vraiment une grosse échelle. Donc pour ces vainqueurs du trophée Alpine RGT au Lyon-Charbonnière. Donc ça, c'était le premier petit cadeau qui sera à retrouver. La deuxième chose, pour essayer d'enchaîner de manière, on va dire, logique et avec un peu de lien, voilà, on parlait de Raphaël Astier. Là, pour le coup, modèle unique, fait avec des décals de chez DMS Prod. Donc, tu vois, là, c'est vraiment une auto qu'on a montée nous-mêmes, qui est un modèle unique. Donc, l'Alpine RGT du Monte Carlo de 2022 maintenant. Non, 2021, pardon. 2021. Donc là, à l'échelle 1,43e. Donc, pour souligner la superbe performance à Pikes Peak donc de Raphaël Astier, de Alpine. Et puis, un petit dernier qui me tenait à cœur aussi, qui va faire un petit peu le lien entre tout ça. On reste dans la French Connection, chez Alpine toujours. Désolé, promis, la prochaine fois on en parlera plus ou beaucoup moins. Mais on parlait des 24 heures du Mans et il me tenait à cœur de présenter aussi les différents modèles parce que chez Auto Mini Racing, il y a du rallye, il n'y a pas que du rallye, il y a de l'endurance, il y a du GT, il y a de la Formule 1, beaucoup. Mais ici on parle de rallye, d'endurance pour le coup. Donc cette belle Alpine Oreca 07, on va dire aussi, qui a remporté les 24 heures du Mans donc en 2016 et qui est une belle fierté française aussi. Voilà, pour enchaîner sur les prochains thèmes qui seront abordés. Bien. Et donc, la dernière chose, on a dit pour les pronostics, donc moi j'ai dit Lapi, Tanak, Rovanpera, c'est ça? Non, je crois que tu avais. Non, oui, je sais plus. Je sais Non, plus. Moi, c'est ce que tu avais dit. J'avais dit la Pitana Rovanpera, ouais. Non, ça c'était ton pronostic. Ouais, Lapi, Evans et Non, Lapi, Rovanpera, Evans. C'est ça. Mais je crois que c'est toi qui as le bon pronostic, donc ça me fait un petit peu râler. Là, on verra. Ça, rien n'est moins sûr. On arrive au terme de l'émission. Ça a été un vrai plaisir de te recevoir. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? À la prochaine. À la prochaine. Pensez aux petits likes, à partager la vidéo, à tout simplement partager sur les réseaux et nous dire ce que vous aimez moins aussi. On est preneur de toutes les critiques et on essaye de s'améliorer d'épisode en épisode. On a vraiment envie, et toi le premier, Fabien, de faire des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent. Donc, si on est trop technique, si on l'est pas assez, si vous souhaitez qu'on aborde un sujet ou l'autre, n'hésitez surtout pas. Et promis, si ça continue de marcher comme ça marche sur les derniers épisodes, on va pouvoir avoir des invités assez prestigieux, je pense. J'ai quelques idées en tête de pilotes, de copilotes, de membres d'équipe qui pourraient venir intervenir, poser des questions. Alors, tout simplement, non, on vous fera poser des questions, donc n'hésitez pas, dites-nous aussi qui est-ce que vous aimeriez entendre, tout simplement, parce qu'on est tous les deux, on fait notre truc entre nous, mais peut-être que vous aimeriez bien avoir l'un ou l'autre ou l'une ou l'autre des personnalités de nos sports, donc ce serait avec grand plaisir, et tout simplement partager, rester en forme, apprécier le spectacle et à très vite.
Moi, j'ai une dernière petite chose à dire. Il y a un copilote que je veux recevoir. Tu sais qui c'est, hein? Je te Oui. relance. Hein, Oui, on va pas dire qui. on va Et pas le dire, mais je pense non. qu'on devrait pouvoir l'avoir assez d'ici la fin de saison, je pense. Oui. Deux dernières choses. S'il y a des étrangers, c'est qui t'occupera de la traduction, hein? Ok. Et on devrait pouvoir s'arranger. Et une dernière chose, j'aimerais que la prochaine fois qu'on se voit, tu nous parles de la spécificité du rallye du Rouergue. C'est un rallye qui va se dérouler très très bientôt par des très fortes chaleurs, et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de la gestion de la chaleur sur les autos, sur les pneus, comment ça s'organise. C'est un point aussi technique qu'on n'aborde pas souvent, mais c'est un rallye qui est extrêmement chaud. Moi, pour l'avoir fait, je me demande toujours comment ils font pour qu'il y ait au moins très peu de casse et que les pneus tiennent. Tu nous parleras de ça la prochaine fois. Avec grand, grand plaisir. Je vais préparer tout ça. Et puis, le rallye du Rouergue, effectivement, la semaine prochaine. Le week-end prochainement du championnat de France qui s'annonce effectivement très intéressante, indécise et dans toutes les catégories. À très bientôt. Merci à toi. Avec plaisir. Salut les acharnés WRC. À bientôt. Ciao, ciao. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky, I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine